Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Almanach numéro 8, l'Almanach de la semaine du 27 avril au 3 mai. Douglas Engelbart est un chercheur américain qui travaille sur des projets de l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, que l'on pourrait traduire par l'agence des projets de recherche avancée de l'armée américaine dans les années 50-60. Pas mal d'idées sortent de sa tête et de son équipe, comme par exemple la manière de découper l'affichage d'un écran d'ordinateur pour que le contenu apparaisse comme si c'était le point de vue d'un document. En 1967, il dépose également un brevet pour une souris qui n'est encore qu'un morceau de bois sur roulette qui va permettre de faire mouvoir un curseur à l'écran. Dans les années 70, une partie de son équipe va chez Xerox, au Palo Alto Research Center, aussi appelé Xerox PARC. Ils y conçoivent un système d'affichage en bitmap, ce qui fait que tout élément apparaissant à l'écran est une image. Il ne faut pas oublier qu'on est chez Xerox, dont l'activité principale est la reproduction d'images sur le papier ordinaire, la photocopie. Et le fait d'avoir un affichage bitmap permet d'avoir à l'impression la même chose que ce que l'on a sur l'écran, ce qu'on appelle le WYSIWYG, What you see is what you get, ou ce qu'on voit est ce qu'on obtient. Pour donner une idée de l'importance de ces recherches, en 1979, un groupe d'ingénieurs de chez Apple, avec Steve Jobs à leur tête, visite le centre et ont droit à une démonstration de cette idée qui n'est pas encore une technologie fonctionnelle. À cette époque, le Macintosh et le Lisa de chez Apple ont commencé leur gestation. Et le 27 avril 1981, Xerox sort le Xerox Star System, composé d'un système basique et de stations de travail. Le public visé est très limité au vu du prix du système basique, environ 75 000 $ de l'époque, soit plus de 200 000 $ d'aujourd'hui, et environ 45 000 $ d'aujourd'hui pour chaque station de travail ajoutée au système. L'impact de cette machine est néanmoins énorme. Quelques années plus tard, le 24 janvier 1984, Steve Jobs présente le Macintosh, qui en reprend des idées et les améliore en ajoutant par exemple une barre de menu et des fenêtres qui peuvent se superposer au lieu de se placer les unes à côté des autres. Au début des années 90, ces mêmes idées sont implémentées par Microsoft pour la sortie de Windows 3.0 et ça marque également le début des interfaces graphiques sous Unix avec le système W, ancêtre de X-Window. Tim Berners-Lee est un informaticien qui travaille au Conseil européen pour la recherche nucléaire, aussi connu sous le nom de CERN. En mars 1989, il écrit une première proposition de création d'un World Wide Web intitulé Information Management A Proposal. Gestion de l'information, une proposition. En mai 1990, il fait une seconde proposition et à partir de novembre 1990, il commence à travailler avec Robert Caillot, un ingénieur système belge, sur une proposition plus formelle qui débouchera fin 90 à la création du premier serveur web sur la machine de son bureau, un NextCube. Il met d'ailleurs rapidement une étiquette dessus sur laquelle on peut lire « This machine is a server, do not power down », ce qui veut dire « Cette machine est un serveur, ne pas arrêter ». La première page web était la suivante, elle était uniquement en mode texte. On peut d'ailleurs toujours y accéder, le CERN ayant conservé le nom de domaine et la page pour des raisons historiques. L'idée de ce serveur était l'accès à de nombreuses informations au sein du CERN, comme l'annuaire des utilisateurs ou encore la documentation d'un certain nombre d'équipements utilisés sur place. Il parle de son projet sur le groupe Usenet de discussion appelé alt.hypertext et un certain intérêt commence à apparaître. L'année suivante, le premier serveur web américain a démarré au SLAC, le Stanford Linear Accelerator Center à la fin de 1991, encore une organisation de recherche scientifique. Et toujours dans les organisations de recherche scientifique, le National Center for Supercomputing, le NCSA, travaille rapidement à la création d'un navigateur graphique plus pratique que ceux déjà présents, et sort Mosaic. Pour faciliter le déploiement de ces services, le 30 avril 1993, le CERN publie officiellement dans le domaine public le client en ligne de commande, le serveur et la bibliothèque contenant les routines communes aux deux. Avec l'apparition de Mosaic pour de multiples plateformes comme Unix, les PC ou les Mac, le web commence à faire parler de lui dès 1994 dans les médias. Le 1er mai 1978, Gary Turk, qui travaille chez Digital Equipment Corporation, plus connu sous le nom de DEC, décide d'envoyer un email pour annoncer la tenue d'une présentation pour leur nouvelle gamme de machines, les DEC Systems 2020. Mais pour trouver les destinataires à son email, il va rechercher dans l'annuaire de l'ARPANET, on ne parle pas encore d'Internet. Et il décide d'envoyer le message à l'ensemble des personnes dont il a trouvé l'adresse. Et ce faisant, crée ce qui est vu aujourd'hui comme le premier email de spam. Le spam est reçu par les destinataires le 3 mai 1978 et on peut dire que l'accueil n'est pas le plus chaleureux. On trouve cependant quelques réactions amusantes aujourd'hui, comme celle d'un certain Richard Stallman qui n'était pas dans les destinataires originaux et qui prend la défense de la diffusion de l'email. En septembre 2019,
on a pu mesurer que le spam représentait presque 55% du trafic mondial des emails. J'espère que l'almanach de cette semaine vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les geeks!